Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode hors série de Veto Micro. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle homonyme, décidément des Sophies, il y en a partout. Mais il n'y a qu'une Sophie de Nabédian. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, tu as 39 ans, tu es médecin endocrinologue, diabétologue et nutritionniste. Un titre déjà très impressionnant, mais qui, à mon sens, ne résume ni ton parcours, ni surtout le chemin que tu explores aujourd'hui. Avant la médecine, tu as fait une école de commerce, l'ESCA, à Angers, et depuis ton diplôme de médecine, on peut parler d'un parcours académique et médical particulièrement dense. DES, DU, recherche, hôpital, libéral, centre de santé, et plus récemment, des formations centrées sur le mindfulness, le rapport au corps, à l'alimentation, à la conscience. Mind Eat, MBSR. Aujourd'hui, on va parler d'un parcours brillant, un parcours attendu, un parcours porté aussi par une histoire familiale, une culture, un héritage, ton héritage arménien, avec tout ce que cela implique de valeurs, d'exigences, de transmission, de loyauté, de réussite et parfois de pression silencieuse. On va parler du courage de dire stop à une voix soi-disant royale quand elle ne fait plus sens, du courage de ralentir, du courage de douter et du courage d'explorer pour essayer. Enfin, de construire une voie plus alignée, la sienne. Alors Sophie, évidemment, je ne t'avais pas envoyé cette intro avant qu'on se parle. Est-ce que ça te parle la façon dont je viens de te présenter? Oui, je suis plutôt flattée. J'ai trouvé ça très joli, très bien analysé finalement. J'aime beaucoup le résumé que tu as fait de mon parcours. Donc, je prends. Ok, bah super, très bien. Alors si tu prends et si tu es prête, on y va. Ça marche. Alors dans ce podcast, je pose une première question traditionnelle. Alors comme tu sais, normalement c'est un podcast de veto et que là on est sur du hors-série. Et je devrais quelque part te poser la question, Sophie, pourquoi médecine? Ou alors te poser la question, pourquoi école de commerce? Et comme je sais pas par laquelle commencer, je vais plutôt te demander par quelle petite fille étais-tu? Ah, alors petite fille curieuse, je dirais, qui aime toucher à tout, mais qui se pose plein de questions tout le temps, qui est pas super bien dans ses pompes non plus, donc qui se laisse aussi beaucoup guider par les autres, qui observe beaucoup ce qui se passe autour d'elle. Donc au départ, il y avait quand même quelque chose, je pense un peu particulier, mais pas très assumé. Tu as envie de préciser ce que tu veux dire par là? Oui, je pense que j'étais dans une famille très traditionnelle, des parents psychiatres, médecins, qui valorisaient beaucoup les études, le travail à l'école, fallait avoir des bonnes notes. J'étais plutôt une bonne élève, mais voilà, j'avais un caractère un peu fort, j'aimais découvrir plein de choses, j'aimais faire plein de choses. J'étais assez fascinée par tout ce qui était artistique et j'osais pas trop m'y mettre parce que quand on est enfant, on a tendance à suivre un peu ce que les parents nous proposent. Mes parents me proposaient pas grand-chose. Donc je faisais pas grand-chose, alors qu'en fait, dans ma tête, j'avais un monde un monde parallèle, je pense. Et que j'avais plein d'envies, plein d'idées et d'ailleurs, je pense que ça me définit toujours pas mal. Un monde très riche intérieurement avec, du mal encore à le mettre en pratique dans la vie. Et je pense que très vite, j'ai compris ça. J'ai compris que, aligner ce qu'il y avait dans la tête et dans le cœur avec, le quotidien, la vie, les études,
ça allait pas être simple parce que c'était pas facile, quoi. Et est-ce que tu as eu l'impression finalement de faire un peu une croix sur cette Sophie-là quand tu as commencé à t'engager dans ton parcours, on va dire, estudiantin? Alors au début, non. Au début, je pensais, un peu naïvement que de toute façon, ça allait me mener surtout en fait, j'ai commencé par une école de commerce parce que vraiment tout ce qu'on me disait c'était, «Tu verras, de toute façon, tu trouveras forcément quelque chose qui va te plaire, c'est hyper ouvert vers l'extérieur, vers les gens, vers le monde, vers le voyage». Donc au contraire, j'avais l'impression que ça allait plutôt m'apporter beaucoup de liberté. Bon, je me suis complètement trompée, hein. Ça m'a appris beaucoup de choses, et le reste de mes études aussi. Mais c'est vrai que comme tu dis, je pense que la Sophie de base, je l'ai pas écoutée, quoi. Donc, la petite Sophie, je l'avais mise bien loin. Je l'avais bien enfouie profondément et que du coup, c'était en effet pas tout à fait aligné. Mmh. Et ce choix d'école de commerce, alors tu parles de tes 2 parents, psychiatres et médecins, hem, ils l'ont accueilli, avec enthousiasme ou un peu dubitatif? Ah oui, avec beaucoup d'enthousiasme, au contraire, parce que, j'avais à peu près mon père, je sais qu'il m'avait dit quelque chose, je lui ai redit il y a pas longtemps d'ailleurs. J'avais le droit de faire 3 choses. J'avais le choix entre droit, entre, commerce et entre médecine. Il m'a dit: «Ah, petite dérogation si tu veux être ingénieur». Donc j'avais 3 3 voies et puis ma mère était un peu dans ce style aussi à dire, tout le reste est bien bouché donc ma fille, si tu veux, travailler dans la vie, si tu veux réussir et gagner de l'argent, il faut faire, quelque chose, des études qui t'apportent un diplôme solide, et aller vers, un métier qui débouche, sur, voilà, sur un avenir professionnel, stable, quoi. Mmh. Et Donc comment tu l'as pris ça, à l'époque? Tu le voyais plutôt comme un sacerdoce ou tu voyais ça plutôt comme des opportunités? Te dire: «Bon, je vais choisir un de ces 4 là, c'est beau», moi, je me disais: «Ils ont raison». Je me disais totalement, en fait, mais j'étais très angoissée de pas vraiment de pas avoir de métier, de pas avoir de travail, d'être, au chômage, de pas trouver, de pas gagner d'argent. Mine de rien, c'était une angoisse qui m'avait bien refilé, quoi. Donc donc je les ai suivis parce que je me suis dit: «Bah, en fait, ils ont raison, le reste», puis d'ailleurs, je me posais pas trop de questions. Je savais pas trop ce qui existait à part ces domaines-là, hein. Vraiment, c'est les années lycée, moi, c'était des années, pas très, très, joyeuses où, j'ai beaucoup travaillé sur moi d'abord et puis après travaillé à l'école pour le bac et je me suis pas trop posé plus de questions, sur mon avenir, c'était pas, trop sur la table. Donc je leur ai fait confiance, on va dire. OK. Et bon, cette école de co, tu te dis: «Bon, finalement, c'était peut-être pas, ce que tu pensais», mais qu'est-ce que ça t'a apporté en revanche? Franchement plein de choses. Déjà, j'étais quand même inscrite en médecine, hein, l'année du bac, je m'étais inscrite à la fac de médecine et j'avais passé des concours, pour, des écoles de commerce dont celle-ci, hein, l'ESCA et hem et quand j'étais allée là-bas passer les oraux, je m'étais tout de suite dit: «Waouh, c'est génial, en fait, vivre loin de chez soi» parce que c'était, à Angers alors que j'habitais à Paris, être autonome, indépendante, je voyais des gens qui étaient hyper joyeux, qui faisaient plein de choses, l'école était magnifique. Donc c'est vrai que ça m'a tout de suite, vendu du rêve et en vrai, j'ai vécu beaucoup de belles choses, durant ces années-là. J'ai voyagé, j'ai fait des stages, dans plusieurs domaines, plusieurs entreprises. J'ai découvert des métiers que je ne connaissais pas du tout. Je me suis, épanouie personnellement, on va dire, en vivant seule, en apprenant à vivre seule. Donc ça a été des années, assez, un peu rock'n'roll, mais aussi assez riches, hein, sur le plan personnel, je dirais. Et c'est ça parce que tu dis que tu étais inscrite à la fac de médecine en même temps. C'est cette vision qui t'a fait basculer finalement, de dire: «Bon, on va commencer par l'école de commerce et puis après on verra»? Exactement. Je me suis dit, «C'est la voie la plus ouverte, de toute façon tu trouveras un truc qui te plaira,
vas-y fonce, en plus, ça a l'air plutôt sympa, quoi. Donc oui, par rapport aux études de médecine où, j'ai des amis qui s'engageaient en médecine, à ce moment-là et je voyais bien que c'était, le bagne, quoi. Donc et j'avais peur de pas y arriver. Je me suis dit: «Médecine, de toute façon, je suis pas à la hauteur». Donc Mmh. Mmh. alors que l'école de commerce, je me sentais un peu plus, confiante par rapport à ça. Et à quel moment tu t'es rendu compte que, bah, finalement, peut-être que l'école de commerce, enfin, je sais pas quel état d'esprit tu étais en fin d'école de commerce? Alors, déjà, à partir de la 3e année, je crois que j'ai commencé à me poser des questions parce que je me souviens rétrospectivement que je m'étais déjà demandé: «Est-ce que je reprends pas, des études de médecine?» Et j'en avais parlé avec des copines qui m'avaient dit, qui étaient en étudiantes en médecine, elles m'avaient dit: «Surtout pas, ne fais pas ça, il y a d'autres trucs, c'est vachement plus sympa tes études que les nôtres, quoi». Et c'était suite à un stage qui s'était mal passé où j'avais eu, une maître de stage, dans un groupe de grandes conso qui avait pas du tout été sympa, qui avait été vraiment horrible avec moi. Je m'étais sentie, complètement perdre mes moyens, pendant ce stage. Je m'étais sentie nulle. J'avais tout remis en question et finalement, j'ai eu une autre expérience de stage, par la suite, heu, qui s'est plutôt bien passée. J'ai repris confiance en moi, donc cette idée de reprendre médecine est repartie dans les oubliettes et puis en fin de donc en 5e année, moi, je suis sortie de l'école en 2009, c'était un peu la crise des subprimes. Il y avait pas de boulot. Il y avait pas de boulot sur le marché, surtout en marketing, c'était la catastrophe. Hem, j'ai fait un stage de fin d'études un peu long, on m'a pas embauchée. Je suis partie au Canada en me disant: «Bon, j'en profite pour voyager un peu, travailler là-bas plus ou moins». Et puis le temps passait et je faisais plein d'entretiens, à mon retour du Canada, je faisais pas mal d'entretiens. Ça me faisait pas rêver du tout, et puis, on me disait: «Mais de toute façon, il faut que tu passes par la case, commerciale parce que marketing, c'est bouché là en ce moment». Et là, je commence à y aller de plus en plus à reculons et j'ai ma petite sœur qui passait le bac en fait et qui m'a dit: Est-ce que ça te dit de m'accompagner aux portes ouvertes de médecine? Parce que je sais que ça t'intéresse et moi j'aimerais bien être accompagnée». Donc je l'ai accompagnée à la fac et en fait, j'étais avec elle et là, j'étais toute excitée. Je posais plein de questions, je trouvais ça génial et je l'enviais à fond et là, ça a commencé à vite, tourner dans ma tête et je me suis dit: «Bah, voilà, hein, ce désir, il a toujours été là depuis longtemps, go, allez go». Je reprends des études, et c'est allé assez vite à partir de ce moment-là. C'est marrant, tu dis, voilà, quelque chose qui était toujours dans le coin de ta tête. Comment tu voyais tes parents, quand tu étais petite? Comment tu les voyais, médecins, psychiatres? Alors tous les 2, ils sont vraiment passionnés par leur métier, mais c'est de la psychiatrie donc ils se sont, voilà, ils ont fait, mon père était plutôt psychanalyste, que psychiatre, enfin, avait quand même une partie, de son activité quand même plus importante en psychanalyse. Ma mère était psychiatre à l'hôpital. Hem, j'adorais franchement parler avec eux, c'était hyper intéressant. Ils parlaient beaucoup de leur boulot, même à la maison. Puis j'avais d'autres médecins dans la famille, donc on parlait pas mal de médecine et c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup, mais je me disais finalement, je vais peut-être qu'en fait, c'était juste parce que je voulais faire comme eux. Au début, j'avais l'impression de faire un peu comme tout le monde dans la famille. Faire médecine, c'était pas très, original, donc ce désir de faire médecine, je l'ai plutôt relié à quelque chose d'un plaisir familial de parler de médecine, de parler, voilà. Mais je les admirais pour ça. J'aimais beaucoup, parler médecine. Je regardais des émissions à la télé de santé avec ma mère, j'adorais, mais j'avais pas vraiment concrétisé vraiment le fait d'en faire un métier encore. Ça a mis du temps. Ouais, je comprends. Et pourquoi pas un peu de résistance aussi, qui est normale, en fin d'adolescence, début de la vie adulte, de se dire, on va peut-être pas forcément se ranger comme les parents ou comme tout le monde l'attend. Il y a Oui, parfois oui, il y avait un côté, ils seraient trop heureux mes parents, je vais pas leur faire ce cadeau-là. Je pense, oui, oui. bon, super, tu intègres donc la fac de médecine, en même temps que ta sœur du coup, elle a intégré aussi? Ouais, exactement. Ouais, ouais, on est entrés, dans la même fac. Génial. Et comment ça se passe? Alors moi, je suis toute excitée la première année, alors que c'est une année hyper difficile, c'est une année de concours. Tout le monde est au bout de sa vie et moi, je suis super contente de reprendre des trucs de biologie, de physique-chimie, hem, d'apprendre l'anatomie, voilà tout ça, l'histoire de
très contente. Je me fais des copains qui reprennent aussi des études de médecine après un autre parcours. Donc, on se fait un petit groupe plutôt sympa. Honnêtement, pour moi, je travaille beaucoup, sachant que j'ai quitté le lycée 5 ou 6 ans auparavant. Mais j'étais pas assez, on va dire, bachoteuse à ce moment-là. Je pense que j'étais toute contente, toute guillerette, mais pas assez stressée comme il aurait fallu l'être. Hem et c'est marrant parce que je découvre au cours de l'année qu'il existe une passerelle très récente. Ça faisait, je crois, 1 an qu'elle avait ouvert. Une passerelle où on pouvait postuler sur dossier pour entrer directement en 2e année de médecine si on avait fait un master 2, donc un bac plus 5. Et moi, je sentais que l'année, je m'éclatais, j'adorais ce que je faisais, je travaillais, mais le premier résultat du concours, il se passe en 2 temps. Le premier concours, j'avais pas un super rang. Je me suis dit: «Bon, bah, je vais redoubler, quoi». Et quand j'ai découvert cette passerelle, je l'ai j'ai postulé avec énormément d'enthousiasme, et très vite, j'ai été prise, cette passerelle, et je me suis dit: «Ça y est, quoi, la barrière de la première année tombe. Ça y est, je passe en 2e année. Bah, ça y est, je suis médecin, quoi». Dans ma tête, c'était lancé. Donc au début, hyper contente, quoi, hyper motivée. Je savais pas du tout où j'allais, vraiment, mais j'étais trop contente d'étudier, d'apprendre plein de choses nouvelles, et voilà, d'arriver dans un nouveau milieu, et ça me passionnait, quoi. Qu'est-ce qui te plaisait le plus, tu penses? C'était le côté, ouais, apprentissage? Oui, ça c'est sûr, j'ai toujours adoré, apprendre des choses, des nouvelles choses. Donc là, vraiment, c'était génial. Ouverture aussi à un nouveau monde, entrer dans une nouvelle sphère, qui est quand même, qui était assez exceptionnelle pour moi. J'étais à la faculté de la Pitié-Salpêtrière, donc mon premier stage était dans la Pitié-Salpêtrière, c'était assez impressionnant. Donc ouais, c'était ce nouveau monde, et la fierté aussi d'avoir fait ça, de me dire, «Ça y est, je vais faire partie de cette communauté». Hem Tout était nouveau, et puis de redémarrer quelque chose à zéro. Ça, c'était assez chouette aussi comme sentiment, de se dire, «Je recommence, quoi. Je me suis trompée au départ, mais là, j'ai une deuxième chance, et c'est génial». Et est-ce que tu te projettes déjà, à ce moment-là, on parlera évidemment d'endocrinologie après, mais est-ce que tu te vois médecin? Est-ce que tu te vois praticienne, Alors, bah, justement, ça a toujours été un peu le problème, c'est que j'adore étudier, j'adore apprendre, mais je me voyais pas encore, médecin. Bon, je mettais ça sur le compte du manque de confiance en moi, et je me disais: «Bon, je vais apprendre au fur et à mesure avec les stages». Mais ça a mis un peu de temps à venir quand même. Il y a quand même, au fur et à mesure des stages, je me disais: «Bah, tiens, travailler à l'hôpital, c'est pas vraiment mon truc. Cette spécialité, c'est pas vraiment mon truc. C'est hyper intéressant, j'adore, j'ai adoré mon stage, mais j'en ferai pas ma vie, mon métier». Après, la question du libéral, est-ce que je fais du libéral? Je connaissais pas trop. Puis tout de suite, je me suis dit: «Ah non, c'est pas mon truc non plus». Bref, j'avançais en rayant un peu les choses de ma liste. Donc c'est un peu comme ça que j'ai toujours avancé. Dire, je fais, et puis je me dis: «Ah non, ça c'est pas ça, c'est pas ça». Mais je trouvais pas forcément facilement ce qui était pour moi. Donc j'ai un peu choisi les choses par défaut, honnêtement, pendant mes études de médecine. J'ai adoré, vraiment. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai rencontré des gens exceptionnels, des situations, enfin, d'un point de vue, personnel, ça apporte quelque chose d'assez dingue sur le plan humain. Mais j'arrivais pas à transformer ça dans ma tête en métier. J'avais du mal. Ça a mis beaucoup de temps. vous êtes un peu accompagnée là-dessus en études de médecine? Genre un espèce de coaching carrière, ce genre de truc? On a on a des petites présentations, des petits congrès vite faits par quelques médecins pour nous présenter leur spécialité. Parfois, donc c'est optionnel, hein, c'est pas, indispensable de le faire, mais moi je l'avais fait. Mmh, Ça m'avait pas vraiment aidée, quoi. On va dire, c'était pas, bon, c'est difficile, hein, de se représenter une vie entière, en quelques minutes quand quelqu'un nous présente son parcours, et puis
et puis il faut savoir que les gens en médecine, quand même, ceux qui interviennent, c'est souvent des médecins, des professeurs des universités qui ont fait une grande carrière, qui dédient leur vie. Euh, c'est pas les médecins en libéral qui travaillent, je sais pas moi, dans une petite ville de province ou dans un centre un peu. C'est vraiment des hospitalo universitaires, donc c'est des parcours assez particuliers quand même qui nous sont présentés. Oui. Qui viennent peut-être probablement appuyer sur ce fameux syndrome de l'imposteur où on se dit mais jamais je pourrais être comme ça. Complètement. Du coup, la médecine de ville, on fait pas beaucoup de stages en médecine de ville. Moi, j'avais fait un stage, mais c'est un peu le problème, parce que on est tout le temps plongé dans l'hôpital universitaire. Alors, c'est très bien pour apprendre, mais c'est vrai que on n'a pas du tout un vrai reflet de ce qu'est ce métier, dans la vraie vie et en dehors de l'hôpital, sachant que je crois que la médecine hospitalière, c'est très peu par rapport à toute la médecine, au niveau global, quoi. Donc, on voit vraiment une toute petite partie de ce qu'est le métier. Mmh. Mmh. Ok, alors tu décoches les cases au fur et à mesure, c'est un peu ça comme ça que tu Exactement. À quel moment donc tu trouves quelque chose qui vraiment te Alors, je fais un stage en endocrinologie en tant qu'externe et je suis avec un groupe d'internes dans cette spécialité qui est plutôt sympathique, avec qui j'échange pas mal et je me rends compte que c'est une spécialité médicale qui est intéressante, qui se pratique à l'hôpital ou en ville et qui n'a pas beaucoup de gestes techniques. Moi, j'aimais pas trop les gestes invasifs, les trucs, voilà. J'étais pas du tout branchée chirurgie et actes techniques. Je voulais vraiment être plutôt au contact des patients, gérer de la maladie chronique, des patients sur le long cours et les accompagner. Je me rends compte que ça cochait plutôt ces cases-là, donc ça c'était plutôt positif. Et j'hésitais avec la psychiatrie aussi parce que, en fait, j'avais beaucoup mis les choses de côté, mes parents étant psychiatres, mais ça revenait quand même un peu au galop aussi. Ça me passionnait aussi de comprendre un peu l'esprit humain, on va dire, dans toutes les failles qu'il peut avoir et voilà, c'est les 2 spécialités sur lesquelles j'ai retenu mon attention. Ça a été difficile de choisir pour l'internat parce qu'en plus, bon, il y a plein d'autres considérations à prendre, hein. Il y a le choix de la ville, le choix de la formation, enfin c'est assez complexe. Mais globalement, ces deux métiers, je me disais, de toute façon, je pense que dans ces 2 métiers, je trouverais mon compte. Je me disais l'endocrinologie, au pire, si vraiment je veux plus faire de médecine très médicale, disons, il y a la nutrition qui rentre dans ce DES et il y a les troubles du comportement alimentaire qui sont une partie un peu à la frontière avec la psychiatrie et la psychologie. Donc je me suis dit bon, il y a toujours ça. Et en psychiatrie, je me suis dit bon, au pire, pareil, en psychiatrie, on peut toujours faire la pédopsychiatrie, des choses en ville. Je voyais plein de sous-spécialités qui me plaisaient aussi. Donc finalement, en fin d'internat, j'étais plutôt sereine et contente de fin d'externat, pardon, finir l'externat et passer à autre chose, quoi, et rentrer dans une spécialité et commencer à travailler un peu plus et me projeter un peu plus dans un métier. Ouais, parce que tu fais quand même pas mal de choses. Tu fais beaucoup de DU aussi, il me semble. Oui. Et puis entre 2021 et 2025, tu es assistante, endocrinologue salariée, praticienne attachée, associée, puis libérale. Il se passe plein de choses. Tu peux nous parler un peu de cette période, comment ça se passe? Alors déjà, il y a la période d'internat. L'internat, ça a été très difficile, honnêtement, sur le plan personnel, humain, parce que travail assez ingrat, beaucoup de boulot et puis on va dire une hiérarchie pas très bienveillante, même plutôt bien le contraire, avec franchement des situations très difficiles à gérer avec des patients, des situations compliquées sur le plan humain. Voilà, donc je me suis sentie très seule, très abandonnée, alors que c'est justement le moment où on se met à préciser un peu son parcours professionnel, quoi, à avancer et à endosser un peu le métier qu'on va avoir sur le long terme. Moi, clairement, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Euh, j'avais l'impression d'être en train de survivre plus que d'en train d'apprendre et de m'épanouir sur un métier. Et donc j'ai failli faire j'ai fait endocrinologie, j'ai même failli faire un droit au remords en psychiatrie dernière minute. Je me suis ravisée
mais j'avais fait un stage en psychiatrie quand même. Et puis à la sortie de cet internat chaotique, je me suis dit bon, allez, maintenant que t'as un métier, t'as un diplôme, fais-en le tien, approprie-le-toi et puis va un peu plus loin. Euh, Montre que tu as ta place. Donc j'ai choisi un assistanat à Paris. Je voulais rentrer à Paris de toute façon. Et j'ai commencé à faire des DU parce que je sentais bien que mon internat n'avait pas été à la hauteur d'un point de vue compétences, connaissances. En tout cas, moi, je me sentais en dessous. Donc tous les ans, j'ai fait un DU. J'en ai fait 4, il me semble. Et puis je m'en suis pas vraiment servie d'ailleurs. Mais c'était vraiment dans l'idée de toujours poursuivre ma formation, aller jusqu'au bout, connaître d'autres choses, aller plus loin et essayer de préciser mon projet professionnel qui restait quand même malgré tout assez flou. Ouais, la façon dont tu le racontes, en tout cas, entre le passage entre ton internat et puis, on va appeler ça la vie active de médecin, il manque presque la partie, ça y est, je suis médecin, j'ai réussi, je suis fière. On entend presque que tu passes dans la phase quand c'est pas assez. Il faut que j'améliore parce que, en fait, il y a un petit sentiment d'inachevé quelque part. Ouais. Oui, quand j'ai fini mon internat, je me suis dit bon bah maintenant, faut que je rattrape le temps perdu, faut que je me rattrape, faut que je corrige ce qui a pas été bien fait parce que je sentais bien que j'avais été la main-d'œuvre pas chère exploitée d'un hôpital universitaire, mais que on m'avait rien enseigné et on m'avait j'avais servi de bouche-trou là où il fallait aller, mais que j'avais pas du tout drivé sur le plan professionnel mon internat dans le sens où je voulais. Enfin, voilà, ça m'avait pas permis d'éclaircir les choses et d'approfondir ce que je voulais approfondir. Donc je l'ai fait plutôt après avec des DU, mais finalement, mine de rien, cet internat, il m'avait quand même bien abîmée, on va dire, sur le plan personnel. Et c'est peut-être un mal pour un bien finalement, parce que quand j'en suis sortie, il y avait aussi une grande soif de liberté et de me dire stop, maintenant j'ai un certain âge, et finalement j'ai pris un peu cher là. Je suis un peu à plat. On va essayer de retourner vers les choses qui sont importantes pour moi. Mmh. Et quelles sont les choses qui sont importantes pour toi à ce moment-là? Alors à ce moment-là, c'est de me reconstruire sur le plan personnel aussi, de revenir reprendre ma vie à Paris, reprendre une vie sociale, essayer de me redonner de la motivation aussi dans le métier, donc explorer un petit peu autour de moi ce qui est possible. Donc j'ai commencé, j'avais mon assistanat, j'étais à l'hôpital, je me rendais bien compte que je me suis dit: «J'ai fait le tour de l'hôpital, c'est pas mon truc». Donc au bout d'un moment, au bout d'1 an et demi d'assistanat, où j'avais travaillé dans un petit hôpital. En fait, j'étais partagée entre un hôpital universitaire parisien, qui était beaucoup plus grand, et un petit hôpital qui était à côté de Paris, à Saint-Cloud. Et là, où c'était quand même ambiance plus familiale, plus sympathique, plus soft, on va dire. Et malgré ça, avec ces 2 exemples, l'hôpital, c'était sûr que j'allais le quitter. Donc au bout d'1 an et demi, je l'ai quitté et j'ai commencé à faire du libéral, des remplacements, l'hôpital privé. Je suis même allée à l'hôpital américain. Donc j'ai commencé à me dire: «Vas-y, sois curieuse et va fouiner partout, tu trouves». Enfin, pour vraiment, je me suis dit: «Allez jusqu'au bout du sujet. Va jusqu'au bout du sujet, mais lâche pas l'affaire sur le fait de trouver quelque chose qui te corresponde vraiment», parce que je sentais que je pouvais plus faire semblant, quoi. Je pouvais plus. J'avais fait 10 ans d'études, sans compter le commerce, mais en tout cas en médecine. Et je me suis dit: «C'est plus possible d'avancer à reculons, quoi. Enfin, maintenant, il faut vraiment que je trouve quelque chose qui me plaise, quoi». Enfin, Mmh. voilà, les études, c'est dur, mais il y a un moment donné, il faut quand même en retirer de la satisfaction, sinon ça sert à rien. Et est-ce que parce que tes parents étant médecins, étant passés par là, possiblement, est-ce que c'est quelque chose que tu évoquais avec eux à ce moment-là, ce côté finalement, je n'ai pas encore complètement trouvé ma voie? Pas trop. Là-dessus, ils étaient pas. Je les aime beaucoup, mais ils sont pas très ouverts là-dessus et ils sont surtout très paniqués, à l'idée qu'on se retrouve sans boulot avec mes sœurs, enfin voilà. Donc pour eux,
C'est, si ça te plaît pas, continue quoi. C'est pas grave, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, et puis à un moment donné, on fait pas tout ce qu'on aime dans la vie quoi. C'était un peu ça et puis ça a toujours été un peu, leur façon de faire, leur façon de dire. Et puis il y a un côté: «Ma fille, tu gentille, mais t'es un peu une insatisfaite chronique quoi». Il y a un problème de fond sur c'est peut-être ça le problème. Et je les croyais un peu aussi. Je me disais: «En fait, c'est que j'ai tendance à être un peu compliquée». Je me dis que je trouve pas ce qui me plaît, peut-être que ça vient de moi, c'est moi qui ai du mal à prendre des décisions, à assumer des responsabilités, et que je suis toujours dans la fuite. Donc tout ça m'a fait quand même ça a duré très longtemps dans ma tête ça. Voilà, ce qui fait que ça a traîné très longtemps avant de commencer à me poser vraiment la question. Attends, est-ce que tu fais vraiment quelque chose que tu aimes? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dans ta vie? Mmh. Et tiens, je me pose la question, comme tu as fait l'école de commerce avant, alors je connais pas l'ESCA, mais je sais quand même, il y a souvent un côté aussi un peu soft skills avec le management, la communication, etc. Est-ce que tu as le sentiment à ce moment-là ou pendant tes études que ça t'a aidé d'avoir ça en prélude? Honnêtement, oui. Alors moi, de toute manière, quand j'ai repris médecine, je sentais quand même que j'abordais les études, vu que j'étais plus âgée, que j'avais déjà un bagage professionnel, en tout cas, étudiant, je sentais que j'appréhendais les choses de manière très différente. Peut-être que ça m'a desservie d'ailleurs en médecine, parce que se retrouver face à quelqu'un qui est en train de mourir devant soi, heu ou qui a une maladie grave, moi, je l'abordais pas pareil. C'est vrai que parfois, je restais plus tard en stage, même si j'étais externe. J'allais revoir mes patients, alors que les externes, ils rentraient chez eux, ils couraient travailler pour réviser pour l'internat. Ils séchaient le stage. Beaucoup ont séché beaucoup les stages, alors que moi, je mettais un poids d'honneur à y aller. Et puis, c'était important parce que j'avais une conscience professionnelle et je m'investissais vraiment sur le plan humain. Et donc, il y avait une maturité, je pense, qui était importante, qui a quand même beaucoup joué. Je pense. Et puis après, comme tu dis, hein, l'école de commerce, de toute manière, je crois que j'avais appris quand même des choses intéressantes pour la vie, en général. Et j'étais plutôt contente de ça. Après, c'est vrai que malheureusement, on oublie vite, hein. Mmh. Moi, j'ai des amis qui sont, encore dans ce milieu-là. Parfois, elles me parlent de leur boulot. Je comprends pas un quart du tiers de ce qu'elles me racontent, hein. Je suis plus dedans. Le jargon professionnel, on oublie. Surtout en médecine, on en a un autre assez large. Donc, Mmh. Qui prend de la place. voilà. OK, donc finalement, cette période de 2021 à 2025, elle se prolonge quelque part parce que tu es un peu dans la culpabilité, de pas trouver, un peu ta voie. Donc à quel moment tu commences à te dire: «Non mais là en fait, là il y a un truc qui va pas, il faut vraiment que je change»? Eh bien, écoute, c'était en fin d'assistanat, donc ça a commencé tout doucement. J'ai commencé à me dire, j'avais fait 1 an et demi à l'hôpital et puis j'ai eu, honnêtement, il y a une sorte de rupture sentimentale qui est arrivée, dans le lot, qui m'a quand même pas mal secouée et heureusement, en fait. Moi, j'ai parfois besoin d'être secouée et je me suis dit: «Bon allez, maintenant, je prends le taureau par les cornes, donc OK, on va faire les choses, étape par étape». Donc les remplacements, pour voir si le libéral, ça me va, du temps pour moi, un peu un break, donc un peu exprès, je travaillais pas à temps plein. J'ai essayé le salariat, j'ai gardé un pied à l'hôpital, j'ai fait du libéral. Bon, j'ai tout essayé en me laissant du temps à côté où j'ai commencé à me dire: «OK, bah, tu as toujours voulu faire de la guitare, lance-toi, inscris-toi à la guitare. Le dessin, tu en as pas fait depuis longtemps, ça te manque, eh ben, inscris-toi à un cours de dessin». Donc je me suis inscrite à un cours à l'Académie des beaux-arts. Il y avait une filière, amateur, donc j'ai fait du modèle nu, de la morphologie. J'ai commencé à me dire: «Ouais, tout ce qui était artistique, tiens, prends un peu de temps pour t'y mettre». Hem Et ça a commencé à m'apporter tellement de joie, tellement de bonheur que j'ai réalisé que, bah, ce truc que j'avais laissé, très loin au fond de moi, toute petite, en fait, il avait pris énormément de place quand même intérieurement, même si, concrètement, je le faisais pas. Ça avait toujours été là et de plus en je me suis dit: «Je sais pas où ça me mènera, mais je sais que, ça m'apprend des choses sur moi». Donc faire des choses, en tout cas des activités artistiques, et sportives aussi que j'aimais, je me disais pas: «Je le fais
pour en faire un métier, je me disais, j'ai des réponses dans ce genre d'activité sur moi. Je me reconnecte avec moi-même, avec mon enfant intérieur peut-être, et en tout cas, ça m'apporte des réponses et ça m'aide à avancer. Donc j'ai vraiment mis un point d'honneur à prendre du temps pour moi là-dessus, à m'investir dans des activités extra-professionnelles, dans un but d'avancer aussi sur le plan, sur tous les plans en fait. Tu parles de réponses. Tu as un exemple concret qui te vient? Oui, comme je disais tout à l'heure, cette histoire de je suis insatisfaite chronique, qui tournait un peu dans ma tête, hem, ça je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout. C'est juste que j'avais forcé pendant très longtemps, essayé de porter, ce que tout le monde appelle un masque, je sais pas, mais rentrer dans le moule et que, forcément ça, c'est à la base, c'est que je m'étais trompée dès la base. C'est que je pense que ça, c'est un message que je passerai, c'est que je pense que dès l'adolescence, faut vraiment aller à fond dans ce qu'on aime. En tout cas, expérimenter plein de choses pour savoir qui on est et ce qu'on aime. Parce qu'après, c'est très facile de suivre un chemin tout tracé, mais qui nous correspond pas. Et là, c'est très dur d'en sortir. Et là, je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais été dans un tunnel extrêmement long, de réussite certes, mais que j'étais pas du tout à l'écoute de moi-même. Et parce que les choses venaient d'un naturel, c'était dingue quoi, faire du dessin, de la musique, du théâtre, je me suis mise à faire voilà pas mal de choses vraiment j'étais dans une exploration, c'était dingue quoi. Dès que je trouvais un atelier, je me disais: «Tiens ce week-end il y a un atelier, de yoga sur, je sais pas quoi», je m'y inscrivais. Un atelier, un café psycho sur le thème, transgénérationnel, je m'y inscrivais. J'allais partout où je sentais comme ça que ça m'appelait, j'y allais et ça a été un peu je me suis dit: «C'est marrant, je suis un peu comme un animal qui renifle et qui suit son flair». Et mine de rien, ça tiens, c'est bien pour parler des vétos, ça parle. Et j'ai vraiment avancé comme ça, comme un animal, vraiment à écouter juste l'instinct et voilà, enfin, c'était, pas du tout réfléchi. À côté, je gardais quand même je l'ai fait de manière raisonnable, je gardais un pied dans le travail, hein. Et puis, il y a quand même une période où je me suis dit: «J'arrête tout, j'arrête tout. J'ai besoin de plus de temps que ça. Ça me contamine trop, de travailler, ça empêche ma réflexion. Hem, Ça m'empêche d'aller jusqu'au bout et donc j'ai vraiment, tout arrêté. J'ai gardé, quelques jours de remplacement, histoire de renflouer un peu les comptes quand il fallait, mais j'ai décidé de faire une vraie pause, pour, m'écouter, parce que je sentais que j'avais passé tellement de temps ça j'avais compris ça aussi et j'avais passé tellement de temps à étouffer mes désirs et à refouler tout, que c'était très compliqué de les laisser ressortir et qu'il allait falloir, s'y atteler de manière assez importante, que ça allait prendre du temps, que ça allait, demander beaucoup d'efforts, alors que bon, on demande d'arrêter de travailler, hein, mais c'est un effort d'accepter d'arrêter de travailler, de même, moi j'avais financièrement un petit matelas qui me permettait de le faire aussi, donc ça m'a aidée. Hem, mais c'était un sacré, changement, de direction, on va dire. Ça a été très important, je pense. Mmh. Courage, le mot est très juste, hein, et je pense c'est très spécifique des métiers, médicaux, vétérinaires, des métiers à vocation Mmh. qui suivent justement ces empreintes familiales, où les injonctions sont énormes. Donc, je trouve ça, oui, très courageux de dire: «OK, c'est maintenant stop. Je sais plus ce que je fais, je sais pas où je vais et j'ai besoin de temps pour le savoir». Mmh. Ça a été très compliqué, hein, quand j'ai démissionné. Déjà, quand je travaillais à temps partiel, les gens me disaient: «Mais tu fais quoi le reste du temps?» En gros, c'est quoi ce délire? Et puis après, quand je démissionnais, les gens me disaient: «Mais tu vas où? Tu pars où? Tu vas faire quoi?» Et là, c'était hyper compliqué d'expliquer. Et au début, je mentais un peu. Je racontais, que j'allais faire autre chose, que j'allais faire des remplacements, que j'allais voilà. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit: «Bah non, en fait, je vais dire la vérité». Et à partir du moment où j'ai dit la vérité aux gens, je leur ai dit: «J'ai besoin de temps pour moi, pour faire des activités, faire autre chose que
la médecine, faire des activités artistiques, des activités voilà, personnelles. Et les gens m'ont regardé avec des grands yeux et j'ai commencé à entendre waouh, c'est hyper courageux, mais t'as totalement raison. C'est génial de faire ça. Et ça a été un peu le cercle vertueux parce que plus j'en parlais, plus j'avais des retours très positifs. Je me rendais compte que je pense beaucoup de gens auraient voulu faire ce que je faisais. En tout cas, mon entourage comprenait. Alors, je parle pas encore de mes parents, pour qui ça a été un peu compliqué, mais en tout cas, mon entourage comprenait et se disait, ben, finalement, on le sentait, on le comprend, et il y a une logique. C'est logique, et puis ce que tu fais, enfin, on sent, et puis ça se voyait, je pense aussi, ça se voyait physiquement, que c'était nécessaire et que c'était quelque chose qui m'appelait. Et ça a dû te porter beaucoup, cet accompagnement, cet enthousiasme de ton entourage? Ah oui, beaucoup. Beaucoup parce que c'était une grande peur que j'avais, moi, de me retrouver toute seule contre le monde entier, et ça, je sais pas faire. Je sais pas aller contre ce qu'on me dit. J'avais très peur qu'on me juge et qu'on me dise: «Bah, c'est n'importe quoi ce que tu fais». Ça m'aurait vraiment plombée. J'ai pas eu de retour comme ça, sauf mes parents. Mes parents, ça a été un peu difficile au début. Clairement, ils ont pas compris. Ils trouvaient que c'était une erreur. Mais à un moment donné, ils m'ont dit: «Écoute, tu grande, quoi». Bah oui, j'avais 37 ans. Il était temps qu'ils me fassent confiance, et ils m'ont dit: «Bah, tu grande, tu fais ce que tu veux». Mais voilà, je sentais leur angoisse énorme, et puis finalement, ils m'ont vue, ils m'ont écoutée, ils m'ont suivie de près, et c'est dingue comme aujourd'hui, ils ont complètement changé d'avis sur la question. Et je pense que si je leur demandais aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez de cet arrêt de mes activités, et de ce changement de vie, ils me diraient: «Mais en fait, ça te va très, très bien. Ça te réussit très, très bien, et on sent que c'est comme ça que tu es bien, et que voilà, et que tu y arrives, en fait, et c'est sérieux. C'est pas un abandon, c'est pas, je suis pas en train de me droguer sous les ponts, quoi. Enfin, donc tout va bien, quoi. C'est un peu voilà. Et donc, tu en es où alors aujourd'hui justement dans ce cheminement? J'ai fait un DU l'année dernière, hein, pour continuer les formations, sur les troubles du comportement alimentaire, et ça m'a vraiment passionnée, hem, avec beaucoup de notions de thérapie cognitivo-comportementale. Et là, j'ai entrevu un métier qui tout à coup me parlait beaucoup plus, qui était, alors c'était, mon DES, donc la nutrition, mais sur le plan vraiment accompagnement comportementaliste, thérapeutique, donc la thérapie vraiment exclusivement orale, donc une forme de médecine un peu différente. Mais je me suis rendu compte que j'échangeais avec des professionnels. Il y avait des médecins dans le DU, il y avait des médecins dans les gens avec qui j'ai échangé, et il y a une communauté, hein, de médicale dans ce domaine-là. Donc je me suis dit: «Bah, c'est tout à fait quelque chose que je peux faire», et en plus ça me plaît. Avec plein d'idées, comme tout à coup, une motivation qui naissait et que j'avais jamais vraiment ressentie, avec l'envie en plus de croiser avec d'autres choses, peut-être l'art-thérapie, parce que tout ce qui était artistique, je trouvais que ça avait aussi sa place. On parlait beaucoup de thérapie corporelle, donc le yoga. Je me suis mise à m'intéresser au yoga, et je me suis même formée pour être professeure de yoga. La méditation, parce que la thérapie cognitivo-comportementale, elle se base beaucoup aujourd'hui sur la pleine conscience. Donc j'ai fait des stages de méditation, des programmes, des cycles, et des formations, et j'en suis encore une aujourd'hui. Heu, Toujours dans cette idée d'accompagner les patients, dans ces troubles-là qui sont finalement des troubles extrêmement, répandus, pour lesquels il y a peu de propositions médicales adaptées, peu de professionnels formés. Bon, il y a aussi un parcours personnel, hein, moi, que je m'en cache pas du tout, sur le plan, voilà, santé mentale, ça a été compliqué dans ma vie pendant très longtemps. Les troubles du comportement alimentaire, j'en ai eu, et je me suis heurtée vraiment à ça, à cette difficulté-là, et mon chemin personnel a aussi participé à choisir ma spécialité, parce que j'ai beaucoup appris personnellement, et grâce à tout ce que j'ai développé, plutôt pas grâce aux professionnels que j'ai rencontrés pour m'aider, mais grâce à vraiment tout ce que j'ai appris.
et mon chemin personnel. Et je pense que je me suis donné un peu comme vocation d'accompagner au mieux les gens en mélangeant un peu tout ce que j'ai appris, ce DU, les études de médecine, mais aussi le yoga, la méditation, mon parcours personnel, mon expérience personnelle. Hem Et vraiment, ça a donné énormément de sens, progressivement, jusqu'à ce que je me dise: «Bon, bah, je vais m'installer, en libéral pour faire ça». Avec plein d'autres idées toujours, hein, donc je laisse toujours du temps à côté, donc j'ai décidé de le faire à temps partiel. Hem, une idée peut-être de former des groupes, des ateliers de groupe, plein d'idées. Je laisse le temps, à ces idées, de se préciser avant de foncer, parce que je sens bien que je suis encore en plein dans l'entonnoir, des idées, hem, que tout n'est pas précis. Donc je me laisse encore, voilà, je pense que ça ne fait que commencer. C'est un début. Mais déjà, félicitations pour ton nouveau démarrage. Merci beaucoup. Et est-ce que tu veux bien nous donner un exemple, de ce à quoi peut ressembler une consultation, du coup, avec toi? Alors c'est du coup, comme je disais, c'est une thérapie orale, donc voilà, il y a pas de, je vais pas poser le stéthoscope, je vais pas vous prescrire de prise de sang. C'est vraiment, un accompagnement qui se fait à 2. En fait, c'est vraiment un travail, collaboratif, avec le patient. On recueille un petit peu son histoire, sa problématique, et on va essayer de creuser pour comprendre, comment il gère sa vie, au quotidien, comment il gère ses relations professionnelles, amicales, familiales. Hem, comprendre vraiment s'il y a des schémas de comportement, qui se répercutent, un peu, au quotidien et qui peuvent, influencer l'alimentation. Comment il se voit, dans le miroir, comment il se regarde, quelle est son image corporelle, l'estime de soi, la confiance en soi, hem, l'histoire du poids, comment il voit, heu, son évolution de poids dans sa vie. Enfin, il y a vraiment, l'idée, c'est de comprendre, qui est cette personne, pourquoi, ce problème-là, et de le faire travailler avec des exercices, à faire à la maison, il y en a plein et c'est assez intéressant. Hem, c'est vraiment se réaliser et prendre conscience de sa relation avec, soi-même au sens large, soi-même, son corps, son poids, son alimentation, et tout ça est très lié. L'alimentation, c'est vraiment, l'idée, c'est, alors surtout, on parlera pas de régime, jamais. On parlera peut-être même pas de poids. C'est-à-dire que je me pose la question de prendre une balance ou pas. Je pense pas que j'en aurais besoin. Hem, l'idée, c'est vraiment d'apaiser, sa relation à l'alimentation. Voilà, et c'est assez complexe finalement. C'est pas quelque chose de l'alimentation, ça prend, vraiment la place de beaucoup de choses dans notre vie. Hem Et parfois, c'est justement un domaine qui s'exprime, c'est un peu la partie de l'iceberg qui ressort. Et on va chercher plus loin, quoi. On va essayer de comprendre ce qu'il y a en dessous. Mmh. Et est-ce que c'est un accompagnement qui se fait, en parallèle d'un psy, d'une psychothérapie, ce genre de choses? Ou ça peut fonctionner, en l'état tout seul, Alors, ça dépend des gens. Ça peut fonctionner tout seul si, il y a pas trop de problématiques, psychologiques, sévères ou de traumatisme. Par contre, très souvent, moi, je propose quand même, hem, un suivi thérapeutique à côté, psychothérapeutique, parce que c'est une thérapie qui va vraiment se focaliser sur l'alimentation et le comportement, mais on va pas aller fouiller plus loin. On va Là, c'est vraiment le rôle de la psychothérapie, d'aller comprendre, voilà, s'il faut retourner dans les traumas de l'enfance, ou des traumas du quotidien, parce qu'on n'aura pas, l'espace et le temps nécessaire, et puis j'ai pas forcément la formation, globale pour le faire. Donc i moi, je conseillerais, et souvent on fait une psychothérapie en parallèle, oui. ouais. Et alors tu parlais bon, aujourd'hui tu as temps partiel, tu continues à explorer, donc l'entonnoir des idées, j'ai bien entendu ça. Hem, un peu de projection vers autre chose où tu te laisses porter pour l'instant? Hem, j'ai beaucoup de projections, énormément d'idées, et qui commencent à persister, donc je commence à me dire: «Bon, bah, va falloir que j'en fasse quelque chose», parce que c'est quand même des idées, qui restent, que j'alimente. Donc oui, beaucoup d'envie, envie de développer aussi la partie yoga, donc peut-être faire des cours, des ateliers, des retraites, à thème.
La pleine conscience aussi, en faire quelque chose. Bon, faut bien séparer l'activité médicale de cette activité-là, donc ce serait vraiment de faire en parallèle, hein. L'envie de, peut-être créer un podcast d'ailleurs. Voilà, en faire quelque chose, après mon rêve, ce serait aussi d'écrire un livre. Donc tout ça, voilà, il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression que maintenant je m'autorise à toucher à tout et donc les idées, c'est l'explosion des idées, des envies, que je prends un peu le temps de faire les choses correctement, en bonne et due forme et avec sérieux. Mais voilà, je pense que ce n'est que le début et qu'il y a plein de choses que je compte développer. De la Sophie super créative, mais qui porte bien son nom de Sophie Sagesse. Exactement. Voilà. C'est ça. Avec douceur. Et c'est très joli la façon dont tu racontes finalement ce métier qui tisse le lien entre ton côté médecin, ton côté psy, toute cette humanité et puis créativité aussi qui est en ébullition et puis qui fait le lien avec toi, ton expérience personnelle. C'est très chouette. Merci, merci. Oui, c'est ça ce que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, en fait, on peut être soi-même dans son métier. On n'est pas obligé d'être quelqu'un d'autre. J'ai commencé à comprendre ça très récemment. Et en étant soi-même, on peut même aider les gens. Donc, il y a peut-être, voilà, c'est vraiment ça que je me suis dit. On peut tout mettre ensemble. On peut être 100% soi et tout réunir. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un au travail, puis quelqu'un d'autre dans la vie intime, puis quelqu'un d'autre dans la vie des loisirs, quelqu'un d'autre dans la vie familiale. On peut se regrouper en une personne et peut-être tout faire. Ça, c'est un peu bon, on verra, hein, mais on peut faire pas mal de choses en fait. On n'est pas obligé de se cantonner à une seule étiquette. Ouais. Et c'est chouette de se projeter de cette manière-là et de se laisser surtout la possibilité de le faire. Ouais, et je pense que malheureusement, il y a plein de gens qui ont envie et qui le font pas, soit je pense, par peur. Après, parfois, c'est vrai qu'il ça un certain aussi, certaines organisations, quand on a des enfants, quand on a un prêt, quand on a financièrement des obligations, c'est sûr que c'est pas aussi facile que ça, hein. Moi, j'étais célibataire sans enfant, et financièrement ça allait, je pouvais le faire, donc c'était les conditions idéales et vraiment vu que les conditions étaient réunies, je me sentais, il fallait que je le fasse quoi. J'avais pas d'excuses. Et c'est vrai que ça doit pas, je pense que beaucoup de gens aimeraient le faire et devraient d'ailleurs. Oui, et puis toi, tu avais l'opportunité qui s'est présentée et tu l'as embrassée à pleine bouche parce que voilà, tu avais du temps, tu avais pas d'enfant, mais mmh, on peut faire ce genre de choses à son propre niveau. C'est-à-dire que si on a des enfants, si on a un métier prenant, on peut aller à la recherche de la petite chose créative qu'on n'a pas fait depuis longtemps, par exemple, et commencer par là. Mmh. Oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Et ça, j'ai poussé pas mal de gens autour de moi après, ça a été tellement une révélation que je me suis dit: «Mais vas-y, reprends tes désirs d'enfant, reprends ce que tu voulais faire, c'était quoi que t'aimais? Qu'est-ce qui te ferait rêver? Vas-y, fais-le, quoi». J'étais vraiment, faut pas attendre, faut pas croire que ça passe pas, en fait. Si on a envie de le faire, ça, on en aura toujours envie. Faut le faire, tout simplement. Et puis en le faisant, on se rend compte à quel point, même si, ouais, c'est dur de recommencer des choses quand on a un certain âge parce qu'on se retrouve, à toujours à reprendre. Dans ma vie, j'ai beaucoup repris les choses à zéro et c'est pas évident parce que à un moment donné, on en a marre, d'être débutant. Mais en fait, mine de rien, ça apporte quand même énormément de joie, de bonheur, d'épanouissement. Donc reprendre, voilà, même si c'est, être mauvais au début, moi, voilà, il y a pas longtemps, j'ai commencé le chant. C'est quelque chose que je voulais faire depuis l'adolescence et je m'éclate, alors que ouais, je suis loin d'avoir un niveau, je suis loin d'avoir la voix de Céline Dion. Mais voilà, je m'éclate et je suis hyper contente de le faire et je me dis: «Ça y est, c'est enfin moi». Depuis tout ce temps que je dis que je veux chanter, là, je chante. Donc rien que ça, de se dire qu'on s'aligne avec soi-même, c'est hyper grisant. Ouais, retrouver de la joie, Ouais, un peu de sourire dans son quotidien. exactement.
complètement. Et je pense que ta démarche pourrait éviter probablement bien des burn-out au travail. Ah ouais. Et puis alors moi maintenant, c'est hors de question ça le burn-out. Hein. Je me dis c'est pas possible quoi. Faut pas se cramer pour le travail. Surtout quand souvent les gens qui se crament pour le travail, c'est pas des gens qui sont passionnés par leur boulot. J'ai l'impression que c'est des gens qui font beaucoup par obligation, qui se sentent obligés de tout donner parce qu'ils ont peur que ce soit jamais assez. Ils sont très perfectionnistes. Donc c'est terrible quoi. Donc la vie perso c'est aussi important que la vie professionnelle quoi, enfin voire même plus. On arrive petit à petit à la fin de ce podcast. Alors, j'ai encore quelques questions pour toi. Quel conseil tu donnerais à la petite Sophie Donabédian de 18 ans après son bac? Ah là là. Parfois je me dis j'aimerais bien lui dire écoute, prends un peu de temps pour toi. Fais quelque chose que tu aimes, prends une année sabbatique, voyage, fais des activités qui te font du bien. T'as besoin de ça, t'as besoin d'un petit sas pour te poser des questions et prends le temps d'être curieuse. Va voir les gens, pose-leur des questions sur leur métier. Va te renseigner sur des métiers que tu connais pas. Fouine. Ouais, prends 1 an. T'as le temps. T'as tout le temps devant toi. Prends 1 an pour t'approprier un peu ton projet quoi, ton projet pour la suite. Et alors, je t'avais demandé hors antenne pour nous préparer un petit texte, une citation, une recommandation de livre. Est-ce que tu as quelque chose pour eux? Oui. Alors du coup, moi, je suis très fan de Christophe André. Je pense que beaucoup de gens connaissent, psychiatre et surtout il fait beaucoup de méditation. Il a fait pas mal d'ouvrages qui sont tous géniaux. Donc je en recommande pas un en particulier, mais il y en a un que j'ai sous les yeux, enfin voilà, qui est assez facile à lire, qui s'appelle Sérénité, 25 histoires d'équilibre intérieur. Et c'est un petit passage de ce livre qui, je pense, clôture peut-être bien ce qu'on vient de se dire. On peut décider de travailler à son bonheur. C'est ce que Spinoza appelle rechercher la joie par décret de la raison. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent ou affirment, bien des changements sont toujours possibles en matière d'aptitude au bonheur. Même nos efforts pour nous en rapprocher nous font du bien. C'est sans doute pour cela que Jules Renard disait le bonheur, c'est de le chercher. Quels sont ces efforts? Quels sont les trucs? En réalité, nous savons déjà tout ce qu'il faut savoir. La plupart des personnes savent parfaitement ce qui est important pour leur bonheur, au moins intuitivement, mais elles ne le font pas. Lorsqu'elles sont forcées d'y réfléchir, le plus souvent à cause d'un drame dans leur vie, une maladie sérieuse ou le décès d'un proche, elles ne découvrent pas ce qui fait le bonheur, mais elles prennent simplement conscience qu'elles auraient dû s'en occuper plus tôt. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Et bien évidemment, on mettra le lien dans le synopsis. Sophie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? De continuer à explorer, m'amuser et me libérer. Bon, très bien. Alors, je te souhaite de très belles et bonnes explorations. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi pour ce merveilleux partage. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.